Bien, nous reprenons nos travaux avec à nouveau des professionnels bretons qui, vous l'avez bien compris, sont vos alliés pour réussir vos projets. Et cette table ronde est organisée en partenariat avec le réseau Batilab. Et nous retrouvons ici toute la chaîne de valeur, de l'aménageur à l'artisan, de l'architecte à l'entreprise de construction et rénovation et au bureau de contrôle. Et nous verrons si le bureau de contrôle est aussi méchant qu'on pourrait le penser vis-à-vis des biosourcés. Et je crois que vous avez déjà la réponse puisque le responsable du bureau de contrôle, en tout cas l'ingénieur contrôle technique construction qui est présent, Jérémy Masséoché, est le référent biosourcé pour l'APAV en Bretagne. Ça vous donne un élément de réponse. À ses côtés, en charpente et ossature bois, c'est Jean-François Hamon, qui est gérant de l'entreprise Eco Batibois. Nous avons une maçonne en terre crue, Marion Topin, maçonne chez Granulo. Une architecte, Charlotte Piel, du bureau Les Échos Architectes. Et un aménageur, Marc Dartigalong, directeur de projet à Territoire Rennes. Marc Dartigalong, c'est avec vous que nous allons commencer. Alors d'abord, pouvez-vous nous parler du rôle de l'aménageur comme Territoire Rennes, un aménageur public, dans la transition vers les biosourcés? Donc, par notre rôle d'aménageur, on a un rôle de prescripteur en fait. C'est-à-dire qu'on réalise des opérations d'aménagement, on fait ensemblier pour qu'on puisse créer des nouveaux quartiers pour le compte des collectivités locales. Et à ce titre, on porte toutes les politiques publiques de ces collectivités qu'on met en œuvre pour la réalisation d'un projet urbain. Et dans ces objectifs-là, il y a notamment aussi les objectifs d'aménagement durable. Et donc, on est prescripteur vis-à-vis des constructeurs pour la réalisation de leur construction, que ce soit en termes de programmation, mais aussi en termes de qualité. Et donc, c'est à ce titre qu'on intervient, notamment pour mettre en œuvre le référentiel bas carbone, vu qu'on intervient principalement sur la Rennes Métropole. Et donc, on impose aux promoteurs un certain nombre de règles en la matière et on est prescripteur sur le sujet. Et comme vous êtes un opérateur public, il s'agit d'agir dans le sens de l'intérêt général. Tout à fait. Donc, on est à la fois intrinsèquement parce qu'on est nos actionnaires et administrateurs sont principalement des collectivités locales pour lesquelles on travaille, mais aussi parce que c'est de notre ADN. C'est-à-dire qu'on a on a dans notre profession de foi, on a la volonté d'avoir un impact positif sur les territoires, et donc ça passe aussi par des constructions durables qui ont un impact positif sur le fait d'habiter ou de travailler sur le territoire de manière durable. Vous fixez donc les règles du jeu. C'est ça, on se fixe les règles du jeu. Donc on est quelque part un peu jugé parti, mais surtout on est garant dans toute la chaîne de valeur depuis du coup la conception du plan masse jusqu'à la livraison des logements, de s'assurer qu'on respecte bien ces objectifs et donc on contrôle aussi ce que font les promoteurs dans leur action. Ouais. Un peu jugé parti, effectivement, puisque vous êtes signataire aussi du pacte bois et biosourcés. Et pourquoi donc? Et bien ça, ça rentre dans notre philosophie de promouvoir ces matériaux-là, mais aussi ça rentrait totalement dans notre logique qui est à la fois de travailler sur deux jambes en fait, la notion de massification des solutions. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien de trouver des solutions qui répondent à la totalité de notre production. Et donc, à ce titre, le fait d'adhérer à FB2, ça permet aussi de travailler des solutions qui soient en technique courante, qu'on puisse appliquer dans la majeure partie, voire dans la totalité de notre intervention, et aussi dans le côté expérimentation. Et là, c'est pour ça que le contact avec les filières est extrêmement important, parce que du coup, ça nécessite du sourçage, et de ce point de vue-là, en tant qu'aménageur, on sort un peu de notre rôle classique, on fait juste que vendre, on met les règles et le promoteur se débrouille. Là, on est aussi dans l'accompagnement de ces maîtres d'ouvrage pour aller innover sur différents sujets, que ça peut être choisi sur un programme ou sur plusieurs programmes, pour pousser certaines solutions techniques et ou certains objectifs. Nous avons entendu tout au long de cette journée les filières justement appeler au soutien des collectivités, de toute l'action publique. Ça permet ainsi de donner un signal clair et rassurant à la filière. Tout à fait. En fait, territoire, sur notre production, c'est à peu près 50 à 60 000 mètres carrés par an de logements, à peu près 1000 logements, et c'est environ 10 000 mètres carrés de bureaux de tertiaire. Donc c'est pas nous qui le produisons, ce sont les promoteurs qui construisent sur nos opérations d'aménagement, mais c'est un volume qui est extrêmement important. Donc en tant que prescripteur, c'est vrai qu'on a un effet levier qui est très fort et qui vient complètement en appui et en application des politiques publiques portées par la métropole. Ça veut dire qu'on va vers un standard de construction? Tout à fait, vu que le référentiel énergie bas carbone s'applique maintenant sur quasiment l'essentiel de notre production. Il s'est mis en place petit à petit, le champ d'application s'est mis en place petit à petit et s'est complètement étendu. Et donc l'objectif, c'est bien comme je disais, de massifier des solutions en technique courante sur l'ensemble de la production
que l'on va réaliser. Et pour autant aussi anticiper le coup d'après. C'est pour ça que je parlais d'expérimentation. Donc parfois sur certains sujets, certains programmes, aller faire des AMI ou faire de l'expérimentation sur un sujet donné. Vous portez donc une volonté publique, mais qu'en pensent les promoteurs? Eh bien, les promoteurs, ils sont obligés de nous suivre quelque part, vu qu'on le contractualise. C'est-à-dire que ce n'est pas un simple vœu ou simple demande auprès des promoteurs. Notamment, toutes nos opérations sont maintenant certifiées dans le cadre du PLH avec un contrôle du CERCAL. Donc tout est contrôlé, donc il y a une contractualisation des objectifs avec les promoteurs. Et, donc quelque part, ça fait partie des règles du jeu, de la manière de discuter avec eux. Et après, clairement, selon les maîtres d'ouvrage, on a des personnes plus ou moins impliquées. Il y a eu Espacil qui est signataire du pacte, qui a pu montrer tout l'intérêt qu'elle porte sur l'ensemble de sa production, y compris en dehors de la métropole. Donc on voit qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui ont totalement intégré ces questions-là et ces objectifs-là, donc avec qui c'est extrêmement fluide de parler avec eux. Et il y en a d'autres, par contre, il faut vraiment construire avec eux, même les acculturer. C'est aussi l'objectif pour nous de massifier, c'est que ça permet de former quelque part toute la chaîne de valeur à ces questions des matériaux biosourcés. On entend bien qu'il y a toujours un besoin d'accompagnement et de pédagogie. Oui, clairement, pour l'instant, surtout quand on veut passer l'étape suivante, en fait, à chaque fois, c'est la question du coup d'après. Par exemple, là, on a beaucoup travaillé sur le carbone et sur l'énergie grise. Maintenant, on va aussi travailler sur des questions d'adaptation au changement climatique. C'est aussi la nouvelle orientation qui nous est demandée par la métropole. Donc sur ces sujets-là aussi, pareil, il y aura un phénomène d'acculturation avec des STD à mettre en place, avec du bioclimatisme à systématiser. Et là, pour le coup, c'est pareil. On va avoir des maîtres d'ouvrage qui seront très performants, très habitués au sujet, et d'autres sur lesquels on va devoir les accompagner et monter en compétences. Il y a encore quelques idées reçues qui circulent, notamment les questions de coût. Quand on vous dit que les biosourcés, c'est réservé à des produits de luxe, donc des immeubles haut de gamme, j'imagine que ça vous fait réagir. Alors, ça a un coût au départ sur l'investissement, mais que ça a été très bien dit, très bien expliqué. Ça a des grandes qualités d'usage, ça a beaucoup notamment sur les questions de confort thermique, d'hygrométrie, etc., qui sont non monétarisés, mais qui ont vraiment un impact sur la qualité de vie et la qualité des logements. Et après, en coût global, quand on raisonne en coût global, ça a été également dit, on n'est clairement pas plus cher. Mais nécessairement, quand on est dans une filière économique où, à la fin, il y a quand même un prix de vente, notamment dans le logement, qui impacte les acquéreurs, il faut nous aussi, on travaille sur c'est pour ça qu'on parle de massification, de travail sur la massification, trouver le bon équilibre technico-économique pour répondre aux objectifs et tenir nos objectifs et nos ambitions environnementales à des coûts maîtrisés. Quand on produit sur nos opérations d'aménagement, on respecte le plan local de l'habitat. Donc on réalise à la fois du locatif social, de l'accession maîtrisée, de l'accession sociale, du libre. Donc il faut être capable de faire tous les produits. Donc nécessairement, on est dans une économie qui est compatible avec l'ensemble de ces produits. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi une notion d'équité sociale aussi dans ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut être performant pour tout le monde, et notamment sur la partie locatif et accession sociale. Donc c'est clairement un équilibre à trouver, et on arrive à résoudre l'équation pour tenir ces objectifs. C'est joliment dit, mais est-ce que ça ne signifie pas en fait que par moment vous revoyez vos ambitions à la baisse? Alors, il y a un socle commun. Celui-là, il est non négociable. Après, quand on est sur des dépassements ou des expérimentations où on veut aller plus loin, c'est là où parfois, oui, on teste, on essaye, on a le droit aussi à l'échec quelque part, c'est le but de l'expérimentation. Et donc là, ça peut être négocié en fonction des objectifs pour tenir justement cet équilibre entre équilibre économique pour sortir l'opération et puis performance environnementale. Nous avons aussi les filières qui sont réunies en biosourcé. Vous avez des messages vers ces filières? Est-ce que vous avez encore des attentes pour lesquelles vous n'avez pas de solution, pas de réponse? Eh bien, en fait, elles sont déjà en train de le faire, ça se voit dans les présentations qui viennent juste d'être faites. C'est la question de la technique courante. C'est-à-dire que la plupart ont rédigé leurs règles professionnelles, certaines sont très récentes, et ça, c'était une attente très forte de notre part. C'est-à-dire que pour pouvoir massifier les réponses, il faut être sur des techniques courantes et que ce soit facile pour la profession d'être assuré, de pouvoir réaliser et mettre en œuvre ces matériaux. Donc ça, c'est déjà un pas énorme. J'ai pu voir aussi, par exemple, sur la paille, qu'ils étaient en train d'aller encore plus loin sur les domaines d'emploi, sur les champs. Et bien ça, c'est exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que plus on arrivera à avoir des domaines d'emploi qui seront étendus, plus on sera capable de répondre à toutes les situations et donc de mettre en œuvre des projets qui soient performants et ambitieux pour l'utilisation de ces matériaux. Ça passe par de l'industrialisation?
Ça peut, mais après, les domaines, la technique artisanale peut tout à fait avoir sa place, hein. À Isoku, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est juste la question de la maîtrise de l'ensemble de la chaîne, vu qu'on va aller au bureau de contrôle. Il faut qu'à la fin, on est sur des produits qui seront commercialisés, donc qui soient assurés aussi. Donc c'est surtout cette question de la sécurisation qui nous importe. Après, on peut tout à fait trouver les meilleures solutions, compromis techniques pour sortir les projets. En termes de conception, on ne travaille pas tout à fait de la même façon. Clairement pas. Déjà, ça passe par notamment nous, en tant qu'aménageurs, on a clairement revu notre manière de concevoir nos plans d'aménagement et nos fiches de l'eau. C'est-à-dire qu'on a largement rationalisé. C'est fini, en fait, le béton, on faisait des formes dans tous les sens, on pouvait se permettre de faire ce qu'on voulait. Là, il faut quand même une très grande rationalité dans le plan. Et aussi sur la question des sous-sols, sur la question de l'infrastructure, on a clairement simplifié les choses. L'objectif, toujours, c'est vraiment de mettre l'argent là où c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on a largement rationalisé nos fiches de l'eau. On a aussi travaillé sur les bioclimatismes pour favoriser tout ce qui est ensoleillement, etc. Mais c'est vraiment un travail global de toute la chaîne. Et comme je le disais aussi, notre rôle s'est étendu, vu qu'on est aussi beaucoup plus en accompagnement des projets. Rationaliser, simplifier, ça n'empêche quand même pas que le résultat soit beau. Ah bah complètement. Bon. Et de qualité surtout. Ça a été dit hein, sur le confort, sur les usages, c'est au contraire. On avait toute la journée à démontrer la qualité de ces matériaux en termes plastiques, en termes d'esthétique, mais aussi en termes de confort. Donc c'est vraiment pour la qualité des projets. Quel conseil donneriez-vous à une maîtrise d'ouvrage qui souhaiterait se lancer, qui hésite encore un peu, qui regarde sans trop savoir? D'anticiper, déjà. Donc c'est la même chose que ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'un cahier des charges clairement édicté avec des priorités qui sont clairement mises en place. Bien se faire accompagner. Donc là, il y a des professionnels qui vont parler après, donc qui savent faire, donc il faut leur faire confiance. Et puis, il n'y a pas de raison voilà, de ne pas y arriver. Il faut rester réaliste aussi. C'est pour ça que je dis la question de la rationalité du projet, d'une continuité de cette réflexion, elle est à faire. Mais encore une fois, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Charlotte Piel, vous êtes architecte, donc chez les Éco-Architectes. Vous pouvez nous présenter rapidement l'agence et la philosophie de cette agence ? Oui, bonjour à tout le monde. Donc moi je suis la gérante de Les Éco-Architectes. C'est une agence d'architecture spécialisée en éco-construction et en performance énergétique. À la base, je viens du coup du passif, donc je suis concepteur européen de bâtiments passifs. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que faire du passif qui n'était pas biosourcé, pour moi, c'était un non-sens. Et donc aujourd'hui, on fait d'abord de l'éco-construction, on tend vers la performance énergétique et voilà, on essaie de faire les choses avec sens. Et surtout, il y a des matériaux qu'on a complètement proscrits. Voilà, le PVC, le béton, les laines minérales, c'est des choses chez nous qu'on ne pose pas du tout. Donc vous devez travailler différemment alors ? Ben, complètement. C'est pas du tout la même façon de concevoir l'architecture, effectivement, parce que là où on utilise des matériaux plus conventionnels qui, pour moi, sont un peu plus inertes, c'est-à-dire qu'on les pose, ils réagissent pas forcément avec leur environnement immédiat. À chaque fois qu'on est dans une filière biosourcée, on est plutôt sur des matériaux qui réagissent avec leur environnement, qui sont vivants, qui vont réagir au taux d'hygrométrie, qui vont réagir du coup au niveau physique, au niveau de la matière aussi. Et donc c'est très important dès la conception en fait d'intégrer ça dans le dessin, dès le premier coup de crayon, et puis surtout de suivre en fait les détails techniques et la mise en œuvre jusqu'à la fin du chantier, parce qu'on aura beau avoir très bien dessiné un projet en éco-conception, si en chantier on a laissé les choses se faire avec des gens qui ne connaissent pas ces filières-là, bah, pour le coup on arrive aussi à des scénarios qui sont catastrophiques, donc vaut mieux gérer la filière du début jusqu'à la fin du projet. Donc effectivement ça demande une façon de concevoir et de réaliser qui est différente, mais qui est tout aussi intéressante. Ça veut dire qu'il faut repenser les priorités ? Il faut repenser les priorités, effectivement, parce qu'on n'est pas dans l'architecture ostentatoire ou dans l'architecture matu vu, on est vraiment dans l'architecture qui a du sens, qui part de l'usage et qui, du coup, où on va choisir le bon matériau au bon endroit, où on va faire attention à ce qu'on utilise. Le choix du matériau a presque autant de sens, finalement, que l'architecture qu'on dessine. Et donc, ce n'est plus un choix final, le choix du matériau, mais c'est un choix qui vient aussi dessiner
complètement en fait, le projet architectural dès le départ. Donc il faut aussi convaincre le client. Alors nous, on a la chance d'être spécialisés en éco-construction, donc les clients qui viennent nous voir sont déjà convaincus. Mais effectivement, pour certains, ça demande aussi effectivement de continuer à convaincre, changer les paradigmes aussi, parce qu'on a tendance à... Enfin voilà, certains clients peuvent venir avec une liste d'usages et de voilà, toute faite par rapport à aussi des standards de société qui sont très induits. Et aujourd'hui, on voit bien que si on veut changer les choses et dans l'architecture et dans l'utilisation des matériaux, il faut aussi changer notre façon d'habiter, proposer des choses différentes et accompagner effectivement le client là-dedans en lui donnant les avantages et les inconvénients, en l'aidant finalement à faire des choix sensés pour pouvoir aller dans la bonne direction effectivement pour le bâtiment. Là aussi, donc, de la pédagogie. Toujours de la pédagogie, du début jusqu'à la fin. Voilà, ça passe effectivement par de la sensibilisation, par le maître d'ouvrage avant qu'il puisse contacter une équipe de maîtrise d'œuvre, mais aussi pendant le projet, puisqu'en fait on a toujours besoin de réajuster. C'est l'élément essentiel du projet architectural, de la conception jusqu'à la réalisation, c'est qu'on a toujours des imprévus ou alors des questions à se poser, en tout cas des solutions à apporter. Et donc à chaque solution à apporter, effectivement, on a besoin de faire de la pédagogie pour pouvoir prendre le meilleur choix possible par rapport à toutes les options qui peuvent s'offrir à nous. Dans la pédagogie, vous avez un élément facilitant, c'est tous les avantages qu'apporte du biosourcé pour l'usager, qu'il soit habitant ou professionnel. C'est sûr que là-dessus, on a énormément d'avantages avec les matériaux biosourcés. Ça peut passer par le confort, qui est souvent celui qui est le plus entendu, même s'il est difficile à percevoir, parce que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, le confort d'une architecture éco-conçue, on a un peu plus de mal du coup à le ressentir. Donc je vous invite à vraiment faire des visites de bâtiments éco-conçus. On ne se rend pas compte de la qualité du confort tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Ça peut aussi être sur la qualité de l'air. C'est quelque chose dont on commence à parler un peu plus, mais effectivement, l'utilisation des matériaux biosourcés nous permet d'avoir une qualité de l'air beaucoup plus saine en fait, à l'intérieur des constructions. On a aussi tout ce qui est le confort par rapport à l'humidité relative, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est une architecture qui est vivante, qui va réagir à son environnement, donc elle va pouvoir emmagasiner pour certains matériaux des excès d'hygrométrie qu'il pourrait y avoir dans les pièces, et donc finalement réguler aussi au moment où du coup, voilà, en fin de journée ou en saison sèche, saison humide, enfin, voilà, on a vraiment une interaction, et donc tout ça, ça joue aussi dans le confort humain à l'intérieur des constructions. Je trouve aussi que ça nous apporte un confort d'usage parce qu'on vient rationaliser des bâtiments qui étaient peut-être, à mon goût, devenus un peu complexes au XXIe siècle. Et aujourd'hui, le fait de rationaliser et de rendre plus pragmatique notre architecture et notre conception nous permet aussi de faire un vrai travail sur l'usage et donc d'apporter plus de qualité à l'usage pour les futurs occupants. Est-ce que la notion du coût peut être limitante pour certains types de matériaux biosourcés ou par rapport à certaines demandes de construction ? Je dirais que en fait, ça dépend des matériaux biosourcés. Ils ne sont pas tous le même coût, ils ne sont pas tous au même niveau de développement aussi au niveau des filières. Je dirais qu'aujourd'hui, sur des matériaux comme la fibre de bois, le lin, le chanvre, enfin, tout ce qui est matériaux qu'on peut mettre en filière sèche, le coût, il est très faible en fait en termes de différence économique. C'est quelques euros au mètre carré. Donc remplacer un panneau de laine minérale dans une cloison par un panneau du coup biosourcé, franchement c'est très minime. À l'échelle d'une maison individuelle, on va être à 500 euros. Je pense que la question du coût ne se pose plus du tout. Après, là où l'impact économique va être un peu plus gros, c'est sur les filières humides. Dès qu'on va commencer à faire de la projection de chanvre ou de la paille-terre, enfin, dès qu'il y a des séchages d'enduit, etc., on est sur des coûts un peu plus importants, mais aussi sur un gain au niveau de la qualité du confort, etc., qui est non comparable. Donc en fait, on n'est plus du tout dans les mêmes critères de comparaison. Et pour moi, le coût, il devient totalement obsolète sur ce type de matériaux, puisqu'on ne parle pas du tout de la même chose. Et puis comme on l'a vu dans la journée, on peut peut-être se rattraper sur une surface qu'on diminue un peu. Enfin, il y a toujours moyen de s'arranger en fait. Ouais, d'où l'idée de choisir les matériaux en même temps de concevoir l'architecture pour justement faire des économies sur de la forme, de la rationalité de volume pour pouvoir se permettre aussi d'utiliser des matériaux qui conviennent bien au bon endroit. Donc sur le dessin, la conception, ça se présente plutôt bien parfois. Sur le chantier, par contre, y a-t-il parfois des freins, des incompréhensions ?
Alors, ça dépend effectivement de toute l'équipe en place. Ce qui est important sur les projets d'éco-construction, c'est vraiment d'avoir du coup une équipe de maîtrise d'œuvre, mais aussi une équipe de maîtrise d'ouvrage qui soit très investie dans le projet et qui vont tenir ce fil rouge de l'éco-construction ou du biosourcé du début jusqu'à la fin. Et effectivement, on peut avoir fait une très bonne conception, etc. Si on ne va pas jusqu'à la réalisation, on peut se retrouver avec voilà, des problématiques de chantier qui n'auraient pas été gérées. Et donc, c'est vraiment important d'avoir une continuité en fait, entre le début et la fin du projet. Par exemple, un artisan non formé qui aura du mal à comprendre Alors ou à accepter même. Ça peut arriver. Après, l'idée, c'est aussi de faire de la pédagogie, encore une fois. Donc, voilà, quand on fait appel à des filières biosourcées, souvent, on fait aussi appel à des entreprises qui sont déjà formées. Faut être honnête, moi, quand je suis passée du coup du conventionnel à l'architecture biosourcée, j'ai aussi changé mon réseau d'artisans. Après, je travaille aussi avec des artisans conventionnels, mais effectivement, ça me demande un travail de pédagogie sur le chantier pour les former, les inviter à aller se former aussi, voilà, passer du temps sur le chantier pour pouvoir discuter, parce qu'en fait, il n'y a pas meilleure pédagogie que le fait de convaincre finalement l'artisan que c'est la bonne façon de mettre en place et de lui montrer pourquoi c'est intéressant. Si c'est juste lui dire de faire, en fait, ça va être totalement inefficace. Alors que passer du temps, lui expliquer les qualités, voilà, tout l'apport en fait, que peut avoir un matériau biosourcé va permettre effectivement d'accepter plus facilement les choses. Mais c'est très rare voilà, d'avoir ce genre de frein aujourd'hui. On est quand même sur des filières qui se développent. Ça fait déjà plusieurs années maintenant. Moi, j'ai jamais eu de mal à trouver une entreprise spécialisée en biosourcé dans la région Bretagne, quoi. Ah, même question pour une maîtrise d'ouvrage qui va se lancer. Quel conseil en tant qu'architecte donneriez-vous ? Eh bien, de visiter des bâtiments et de vraiment s'entourer de personnes qui sont formées dans ces techniques de construction, parce qu'effectivement, on change énormément de choses. Pour l'architecte, c'est changer sa façon de concevoir les choses, c'est être formé sur les matériaux. Pour l'artisan, c'est changer peut-être ses outils de travail, puisqu'effectivement, on n'utilise pas forcément les mêmes outils quand on travaille sur des matériaux éco-conçus que si on travaille sur du matériau conventionnel. Et donc, à chaque étape du projet, il va y avoir besoin d'avoir de la compétence et de la formation. Et c'est hyper important, pour moi, dans la réussite de la qualité du projet, que la maîtrise d'ouvrage soit aussi impliquée dans le projet, parce que sans une maîtrise d'ouvrage impliquée sur les biosourcés, etc., souvent c'est là où le projet dérape, et donc il faut que tout le monde soit sur le même niveau d'investissement. Vous avez beaucoup de projets avec de la terre crue ? Alors on en a, nous effectivement, une des raisons pour lesquelles du coup, par rapport au coût, on en parlait tout à l'heure, par exemple, nous ce qu'on aime bien faire, c'est laisser certains lots à certains de nos clients, par exemple. Donc ça arrive qu'effectivement, on suive le chantier du coup sur toute la partie clos couvert, par exemple, et que les clients fassent en autoconstruction leur mur porteur intérieur, voilà, pour ramener de l'inertie à l'intérieur de la construction. Donc voilà, ça nous arrive. Marion Topin, Granulo, vous allez nous en parler justement de terre. Granulo, qu'est-ce que c'est ? Granulo, c'est à la fois un bureau d'études spécialisé en éco-construction. On est 3 associés co-gérants. Je pense que vous les connaissez. Entre autres, il y a Johan Bois, Frédéric Bourgeon et moi-même. C'est un bureau d'études spécialisé en éco-construction. On est implanté à Béton, au nord de Rennes. On travaille pour des projets dans le Grand Ouest. Et on a une filiale qui est une entreprise de maçonnerie, du bâti ancien ou du neuf. On fait de la terre crue et de la pierre. On est une équipe ingénieur, archi, maçon. Parlons justement de la terre crue. Quels sont les avantages de ce matériau ? Vous avez commencé à en citer quelques-uns. La terre crue, elle a des propriétés de régulation hygrothermique hyper intéressantes. Ça veut dire qu'elle va être en capacité à la fois de stocker de la calorie, mais aussi de stocker de la vapeur d'eau. Donc, faut pas avoir peur d'en mettre dans les salles de bain et les cuisines, par exemple. Parce que la vapeur qu'on va générer par de la cuisson, par exemple, ou de l'eau chaude, va être stockée pendant un certain temps. Puis une fois qu'on va ventiler notre espace de vie, la vapeur d'eau va se relibérer du mur. Jusqu'à un espace de stockage très intéressant. En fait, elle est en capacité de prendre même l'eau liquide.
Donc ça c'est fort, c'est très fort. Et quoi d'autre? Elle a des qualités acoustiques différentes selon les techniques, puisqu'on est sur plusieurs techniques dans la terre crue. On peut avoir des techniques allégées. De la terre allégée, on passe par le torchis, on arrive jusqu'à de la terre massive, Bauge, Pisé par exemple. Donc là, on peut avoir des qualités d'absorption ou des qualités de non-réverbération. Pas de COV, on en a parlé, on a donc une qualité d'air. Donc les COV, c'est les composés organiques volatiles. Ce sont des matériaux sains, en fait. Nos mélanges, c'est de la terre et de la fibre, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a une qualité de mise en œuvre aussi, parce qu'on est assez heureux quand on met en œuvre de la terre. On n'en parle pas assez du bonheur des artisans. Parlez-en, alors c'est l'occasion. De ne pas mettre en œuvre de la laine de verre qui nous picote partout. Là, la terre, ça développe, je sais pas, ça libère des hormones de bonheur, je dirais. Quoi d'autre comme qualité? Je pense que j'en manque. C'est un matériau réversible aussi. Un matériau réversible, ouais, merci. En fait, quand on rajoute pas de stabilisant ou d'adjuvant type chaud, ciment, on va pas la stabiliser, donc on va la laisser réversible. C'est-à-dire que je peux casser mon mur, il va retourner au jardin, je remonte un mur, quoi. Bon, je le conseille pas parce que ça prend du temps, et en fait, on n'est pas du tout, dans énormément de cas, obligé de rajouter ces matériaux-là. La chaux et le ciment, c'est pas du tout obligatoire. Ça s'étudie, bien sûr. Mais à partir du moment où on respecte la règle d'or, c'est bonne botte, bon chapeau. On protège la terre par le haut, on la protège par le bas. S'il n'y a pas de coulure d'eau, si on a bien protégé les gouttières, si on a une toiture qui ne fuit pas. Donc il y a une partie diagnostique. Si on est sur du bâti ancien, et puis après on a une mise en œuvre de qualité avec un matériau qu'on trouve soit sur site, soit à proximité. On est dans une filière, un cercle très court d'approvisionnement. Nous, en tout cas, on est dans une recherche comme ça, où on va vraiment se limiter à 15 km autour du chantier. On parlait d'émissions d'empreinte carbone, mais on est en plein dedans, en fait. On n'émet pas de carbone. Pas de carbonara. On n'émet pas de carbone. Et parce qu'on prend de la terre pas loin. Après, on a évidemment le transport de l'artisan, des artisans sur le chantier. Mais il n'y a que ça. Et en fait, on a quoi? Une béto, un malaxeur. Et encore, j'en connais qui disent pas de malaxeur ou pas de béto. En fait, on est hyper... J'arrive pas à trouver le mot. Vertueux. On est hyper vertueux. Le terme était tellement évident qu'il ne vous venait pas. Ouais. Et là, sur un chantier, par exemple, on a été chercher notre paille chez l'agriculteur qui était à 200 mètres, quoi. Et il nous l'a amené. Voilà, c'est assez génial, quoi, de pouvoir faire ça. Donc de grande qualité, et pourtant il y a encore des freins. Alors parmi les grands arguments qu'on vous oppose, quels sont les principaux et que répondez-vous? Les freins, c'est souvent les mêmes. C'est par rapport à vos questions, c'est le coût. Oui, c'est un coût parce que c'est un coût homme ou femme. C'est un coût main-d'œuvre en fait. On est sur des mises en œuvre dans la terre et même dans la pierre qui prennent du temps parce qu'on valorise le travail humain. Et en effet, la terre, ce que je vous explique, c'est qu'elle est gratuite. La fibre, elle n'est pas chère non plus. Donc on va faire des mélanges sur une base où ça va nous prendre très peu d'argent. Et on va monter des équipes. Donc oui, forcément, mais c'est ce que disait Charlotte, c'est que derrière, ça va apporter quelque chose qui est extrêmement nécessaire à la vie future. C'est les seuls endroits où on va être bien. Donc il faut qu'on construise ou qu'on rénove le patrimoine qu'on a en terre et en pierre. Parce que ça apporte du confort en été. Et là, je pense que c'est notre problématique d'avenir. Il va falloir qu'on soit bien l'été. Mais on peut vous dire, c'est encore de la technique encore non courante, alors que c'est une technique ancienne, mais bon, on peut vous opposer quand même pas mal de choses. On peut vous dire, mais est-ce que c'est solide? Est-ce que ça va pas tomber? Oui, on nous dit souvent ça, ouais. C'est solide. La preuve en est, c'est qu'on a un patrimoine qu'on peut observer. Tu parlais de visite.
On a un patrimoine très important en Bretagne, mais pas que. En fait, on a un tiers de la population mondiale qui vit dans de l'habitat en terre. On a des immeubles de 6 étages, 6-7 étages à Lyon qui sont en terre crue. En fait, on peut le prouver par l'observation de notre habitat en France et par région. On a, je sais plus c'était quoi la question. Il y a quand même quelques contraintes, Oui. par exemple météorologiques. Mais ça, on rassure, on parle de pédagogie, on rassure, on est beaucoup dans un esprit de dialogue, que ce soit avec des maîtrises d'ouvrage publics et aussi des particuliers. Et on est en technique, voilà, c'est ça où je voulais rebondir, on est en technique courante sur les enduits, on est en technique non courante sur toutes les autres techniques. Cependant, on est beaucoup dans les réseaux. Et il y a entre autres la Confédération de la construction terre crue qui porte un projet national terre. Et ce projet national qui a déjà débuté, c'est un projet en concertation entre des chercheurs et des maçons-maçonnes. Et pas que, il y a aussi des ingénieurs qui travaillent, des bureaux d'études, des architectes aussi, sur les thématiques réglementaires. Donc on a par exemple un axe mécanique, on a un axe hygrothermique, on a un axe acoustique, etc. Et tout ça va nous permettre de mettre en place des textes normatifs qui vont nous amener vers des règles professionnelles et vers des techniques courantes. Et ça, on commence déjà à en parler, c'est nécessaire, ça arrive. En fait, il y a déjà des chercheurs qui ont entamé des travaux. Donc dans 2-3 ans, selon les thématiques, peut-être un peu plus sur celles qui ont démarré dans les dernières, on va commencer à avoir des résultats. Et donc, on ne sera plus toujours obligé de faire des essais de chantier ou des ATEX ou d'autres demandes pour les répondre au bureau de contrôle, mais aussi aux assureurs pour les rassurer. Et pour revenir aux contraintes de temps, temps climatique et temps de chantier, temps en durée, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques petites contraintes qu'il faut prendre en compte dès le début, c'est-à-dire très en amont? Ouais, bah ça c'est pareil, on en parle dès les premières réunions de chantier, même avant dans les candidatures, dans la rédaction des mémoires techniques, on va être assez vigilant sur la saisonnalité. On va essayer de faire des techniques qui sont assez liquides ou assez visqueuses, donc avec des mélanges avec beaucoup d'eau. On va commencer au printemps, on va filer en été, et puis on va s'arrêter après à novembre, quoi, sur les techniques plastiques visqueuses. Et après, notre travail de maçonnerie, ça va plutôt être des ouvertures ou des complexes de sol en hiver, par exemple. Donc ça, on essaie de leur expliquer qu'on ne fait pas d'enduit en hiver, sinon risque de moisissure, risque d'abîmer l'ouvrage, quoi. Et puis, toujours anticiper les temps de séchage sur des enduits bottes de paille, par exemple, on a 3 voire 4 couches, et à chaque couche, on va avoir des temps de séchage. Et c'est comme ça, et ça donne un autre rythme au projet, je trouve. Et ça n'impacte pas forcément le délai de chantier, parce qu'entre-temps, d'autres artisans, d'autres entreprises peuvent intervenir. Donc, en fait, on arrive quand même à tenir des délais, sans problème. Et puis on voit bien du conventionnel qui ne respecte pas du tout les délais. Donc finalement, l'un dans l'autre, je n'ai rien dit. C'est quand même la commande publique qui porte beaucoup quand même votre marché. La commande publique fonctionne plutôt bien. On a des projets effectivement publics, mais là, il y a aussi du particulier, plutôt en côté rénovation, du coup, ou extension de maisons. On va être, comme on a un beau patrimoine autour de Rennes et dans Rennes, on va être sur plutôt de la rénovation, par exemple de Bauges, du ravalement de façade, des ouvertures. En fait, il y en a souvent, parce que le bâtiment ancien, c'est des petites ouvertures, des maisons de campagne. Là, on ouvre, on apporte de la lumière. On est dans une autre définition du confort. Nos manières de vivre sont différentes. Donc on s'adapte aussi, on adapte le bâtiment ancien. Et notre vigilance, c'est il ne faut pas l'abîmer, en fait. Parce qu'il y a des conventionnels qui sont passés avant nous, potentiellement. Et du coup, on rattrape un peu ce qu'ils ont provoqué. Il peut y avoir en tout cas des pathologies structurelles, d'humidité. Donc un premier diagnostic, c'est important, quoi, avant d'intervenir. Alors, une maîtrise d'ouvrage qui voudrait se lancer, quels conseils principaux pourriez-vous lui donner ?
D'y aller étape par étape, de rester humble dans les intentions. C'est-à-dire on commence petit. On commence peut-être petit par des enduits, après on fait des cloisons au torchis, et après on fait du porteur en R+5. Mais il faut vraiment commencer, parce qu'il ne faut pas se faire peur, et puis il faut surtout... c'est un domaine qui est très beau, la terre crue, et donc faut maîtriser, voilà, il y a une maîtrise, et puis je rejoins Charlotte, il faut s'accompagner de personnes qui y connaissent, en fait. Et puis aussi s'intéresser au réseau. On a un beau réseau qui se structure. Le réseau des terreux, il est très en contact avec le réseau des biosourcés. La preuve, c'est aujourd'hui, on est au sein de FB2 et en fait, le CTA est là, il a été présenté, collectif des terreux armoricains. Donc on est bien implanté et on se connaît bien. Il ne faut pas hésiter à nous contacter quand on a besoin d'informations parce qu'on est assez... on répond. Heureusement que vous répondez. On est une association de bénévoles. Jean-François Hamon, alors avec vous, nous allons parler bois. Vous êtes artisan certifié pour la maison passive. Alors pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre métier et ce qui caractérise votre entreprise ? Bonjour à toutes et à tous. Donc je dirige la SARL Ecobati Bois située à Saint-Renan, au-delà de Brest, à l'ouest de Brest. J'ai créé cette entreprise il y a plus de 15 ans et nous travaillons depuis en éco-construction uniquement avec des matériaux biosourcés et du bois local. Voilà les principales caractéristiques et on répond sur des marchés privés et publics avec donc des biosourcés et toute la filière biosourcée qui est représentée aujourd'hui, on l'emploie tout ou partie au quotidien. Et vous ne voyez que des avantages à l'usage de ces matériaux, bois et paille. Alors, paille et pas que paille, mais oui, bien sûr. Enfin, en tant que charpentier, le bois, c'est tout naturel. Et en matériaux d'isolation, oui, enfin... On a parlé de coûts à un moment donné, mais je trouve que c'est un faux problème. Enfin, c'est bien sûr que la personne qui rémunère et qui finance, c'est sa préoccupation, mais le coût des matériaux conventionnels est pas réel. Donc, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas tous les coûts induits, les transports, etc. Pas du tout. Si on voulait parler carbone, c'est même pas un sujet. Donc oui, c'est vrai que le coût est un sujet, mais au niveau de la propriété des matériaux, perspirance, confort d'été, déphasage, il n'y a que des avantages. Il y a une notion quand même qui est toujours importante, qui était déjà évoquée plusieurs fois, c'est la notion du temps. Il faut peut-être prévoir davantage de temps dans ce type de construction. Alors, il est certain que pour un porteur de projet, il faut l'avoir en tête, mais encore une fois, là on répète, il faut se faire accompagner dès le départ, vraiment c'est primordial. Et si le porteur de projet a les bonnes informations dès le départ, normalement ça va. En fait, moi j'ai suivi on a réalisé 2 chantiers en paille sur les 2 dernières années là, et il y avait le bon exemple et le contre-exemple quoi. Est-ce que vous pouvez parler juste un tout petit peu plus fort sur ce bon exemple et ce contre-exemple ? Oui, le premier exemple, architecte formé pro-paille, convaincu, qui maîtrise complètement le sujet, maîtrise d'ouvrage hyper convaincu et qui s'adresse à des bons artisans, donc tout se déroule comme il faut. Et deuxième projet, maîtrise d'ouvrage super convaincu, mais qui s'est pas fait bien entouré et il a fallu rattraper au dernier moment. FB2 est intervenu pour essayer de rattraper le projet, mais c'était mal parti sur les mauvais rails au départ. Donc tout le monde a ramé pour essayer d'aboutir et de répondre à la demande initiale, mais c'est pas évident. Donc le choix de l'accompagnement est primordial. Anticiper et se faire bien accompagner, oui.
Tout le monde n'a pas la chance de tomber en cours de route sur l'architecte de départ qui finalement avait aussi la compétence pour travailler dans du biosourcé. C'était un exemple, mais assez rare quand même. Oui, on a eu 2 témoignages ce matin, c'était impressionnant. Ils sont bien rattrapés à la branche, mais si on part pas avec les bonnes équipes, bon, c'est moins facile. Quels sont les freins que vous rencontrez le plus souvent? Alors ça peut être des entreprises sur les autres métiers qui ne sont pas familiarisées aux pratiques du biosourcé, effectivement, dans les lots techniques notamment, ou la couverture. Et ils peuvent vite faire des grosses bêtises, voire créer des problèmes par la suite. Donc ça, c'est une vigilance de la maîtrise d'œuvre, mais aussi de nous au quotidien, parce que c'est pas forcément visible ou rattrapable immédiatement. Donc ça, c'est un des freins. Ensuite, on a la chance, nous, d'avoir des maîtrises d'ouvrage toujours motivées, qui sont convaincus. Donc, En termes de ressources, il n'y a pas de difficulté? Sur le bois, si, je crois qu'on l'a souligné, on a une forêt française qui est constituée de 80% de feuillus. On utilise 80% de résineux en France, donc bien sûr, ce n'est pas en adéquation, même s'il y a de la recherche et développement pour essayer de valoriser ces feuillus. On a un marché qui se tend. Deux petites choses, je discutais la semaine dernière avec un Landais qui nous fournit du parquet et du lambris parfois. Et je posais la question et il me dit actuellement le marché du carton est très en demande de bois. Le bois rentre à 4% dans son produit fini. Moi, ça rentre à 52%, qu'il me dit. Si j'achète le bois à 70-75 € le mètre cube, le papetier, il est capable de mettre 100 à 105 €. Donc, normalement, il utilise les chutes, lui. En fait, il y a une couple rase qui part actuellement pour faire du carton. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, juste sur le feuillu, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une coupe d'éclaircie un peu comme ça pour m'amuser dans un bois. Et j'avais le propriétaire qui me dit, je suis embêté, j'ai une hêtraie qui a 50 ans, qui est mûre, qui est prête à être exploitée, ou 50 ou 70 ans, je crois. Et c'est des arbres qui ont été plantés pour faire des sabots. Et donc on était en 2000. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec notre hêtre? C'est-à-dire que l'échelle de l'arbre aujourd'hui qu'on va planter, c'est pas l'usage forcément qu'on escompte à ce jour qui sera fait lors de sa maturité. En tout cas pour les feuillus. Pour les résineux, c'est vrai que c'est un peu en tension. Est-ce qu'il n'y a pas encore des idées reçues liées à l'imaginaire collectif, à certaines histoires qu'on nous a racontées enfants, qui vous posent encore problème? Je pense notamment à une histoire qui est devenue un dessin animé très célèbre. Oui, non, bien sûr. Même si aujourd'hui, lors de ces journées, et puis on fait aussi des journées grand public, on fait visiter plein de chantiers. Moi, je suis coprésident d'une association Approche Éco-Habitat. On fait des journées portes ouvertes tous les ans. Donc le grand public commence à s'intéresser, il est informé. Donc les fameux 3 petits cochons, on en parle. Oui, il y a toujours des personnes qui ont ça à l'esprit, mais bon, on avance. Et puis on a des règles professionnelles qui sont sécurisantes aussi. Alors tout à fait. Là, il y a un gros travail qui a été fait par les équipes des pailleux, des terreux, pour avancer et pour sécuriser les porteurs de projets, les assureurs, puisque l'assureur, ce qu'il demande, c'est d'être assuré. Donc à partir du moment où il y a un cadre, lui, il fait tout à fait confiance. Et maintenant que ces techniques passent en technique courante, c'est plus simple, effectivement. Y a-t-il des limites techniques pour vous à l'utilisation du bois, de la paille pour de la construction? Oui, alors. Il y a le contrôleur qui vous dit oui. Il est en train de vous souffler dans l'oreille, il faut dire oui. Bien sûr qu'il y a des limites
technique, en hauteur, on va avoir des catégories de bâtiments et puis on rentre faut rentrer dans les cas là. Alors, Ensuite, rapprochez-vous un peu du micro. pardon, Merci. oui. Tout s'étudie, on est quand même bien entouré avec des bureaux d'études maintenant fort compétents. Et oui, on va dire que oui, il y a des limites techniques. Mais il y a des exemples aussi. Il y a quand même un très vieil exemple bien connu dans la profession de maison qui est là depuis très longtemps. Ah bah oui, on a effectivement notre maison feuillette qui a plus de 100 ans maintenant, qui est faite en paille. Et puis en termes de terre, on a effectivement le bassin rennais à moult exemples de bâtiments anciens. Donc ça c'est éprouvé, il ne faut que continuer et puis on poursuit comme ça ce que nos aînés ont fait dans le passé. Ouais. Maison Feuillette qui est à Montargis. Pour une maîtrise d'ouvrage, alors comment bien sécuriser son projet ? Encore une fois, c'est vraiment anticiper, s'entourer des bonnes personnes, se renseigner. Il y a des journées comme aujourd'hui et l'occasion tout à fait importante pour des maîtres d'ouvrage qui se questionnent, qui ont envie. Je pense qu'aujourd'hui, la filière est suffisamment organisée pour qu'on ne loupe pas une étape. Il y a plein de personnes compétentes à tous les niveaux et donc il faut vraiment se faire accompagner dès le départ. Et pour que le projet tienne debout, il faut évidemment en passer par le contrôle. Et c'est là qu'intervient l'APAV, notamment Jérémy Massé-Hocher. Vous êtes ingénieur contrôle technique en construction. Alors, rappelez-nous le rôle de l'APAV dans ce type de projet biosourcé. Bonjour à toutes et à tous. Le contrôleur technique, c'est la personne sur le chantier qui va être missionnée par le maître d'ouvrage pour s'assurer qu'on est dans les clous d'un point de vue assurantiel et réglementaire, pour faire simple. Concrètement, sur nos missions, on va avoir une partie conception où on assiste les architectes sur la phase PC, les pros DCE, APD. On va balayer toute la réglementation incendie, handicapé, et on va regarder aussi d'un point de vue assurantiel comment les différents matériaux s'intègrent dans les DTU, dans les normes. On va essayer d'identifier assez tôt sur les projets des matériaux ou des techniques qui sortent de ces domaines dits courants. Une fois qu'on a balisé le chantier en conception, on va passer à la partie réalisation. Et là, on a des suivis de chantier. Donc, on va passer sur chantier régulièrement. On va regarder les documents que nous transmettent les entreprises. On va contrôler à la fois la cohérence par rapport à la construction et vérifier qu'on ne s'écarte pas de ce qu'on avait prévu initialement et que c'est correctement mis en œuvre. Et à la fin, c'est sanctionné par des rapport final du contrôle technique qui certifie auprès de l'assureur que le bâtiment est assurable. Alors, ce genre de projet, vous les regardez, vous les abordez avec méfiance, circonspection ou enthousiasme ? Plutôt de l'enthousiasme de mon côté. J'ai beaucoup de collègues qui sont méfiants parce que c'est des techniques qui sont à la fois traditionnelles au sens séculaire, vernaculaire, mais qui ne sont pas forcément rentrées encore toutes dans les DTU. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il y a une fibre de coopération dans toutes les techniques biosourcées. C'est qu'autant sur les techniques plus traditionnelles, on a un esprit, je dirais, de compétition. Là, ce qu'on constate sur les chantiers entre les équipes, et puis même au niveau des maîtrises d'œuvre, c'est plutôt un esprit de coopération qui s'instaure. Pour nous, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'on a moins de risques de friction avec les entreprises, donc peut-être moins de défauts aussi techniques. Et ce n'est pas qu'un ressenti, c'est aussi ce que nous remontent les assureurs avec qui on communique. Donc c'est plutôt vertueux. Autre chose, c'est que c'est des sujets qui sont importants. La qualité et la pérennité des constructions en biosourcé, ce sont des sujets très importants pour ces filières qui sont en train de mûrir. Donc elles ont tout intérêt à ce que ça se passe bien. Quand je prends l'exemple, par exemple, de la filière paille, elle s'est assurée que ces techniques rentrent dans le domaine courant avec un référentiel qui a été validé par la C2P. Et aujourd'hui, quand on veut construire en paille, on est obligé de suivre une formation qui nous permet de concevoir puis de réaliser des chantiers en paille. Et d'un point de vue du bureau de contrôle, c'est très sécurisant. Et un des premiers réflexes que moi j'aurais sur un chantier de ce type, c'est demander des attestations de formation des équipes qui vont suivre le dossier. Une fois que j'ai les attestations de formation, je suis déjà assuré qu'on part sur de bonnes bases. Donc ça me rassure pour la suite. L'APAV souhaite véritablement accompagner ce mouvement puisqu'il y a des référentiels dans chaque région. Vous êtes le référent biosourcé en Bretagne, c'est bien ça ? Oui, tout à fait.
Une des difficultés qu'on avait repérées dans les années 2010 à 2020, on va dire, c'était que les agences étaient très autonomes sur ces nouvelles techniques. On avait des contrôleurs techniques où le métier était très personnifié finalement. On avait des habitudes très différentes de l'une à l'autre. Ce qui était important pour nous, c'était d'homogénéiser un petit peu la politique de la PAV. Et on a profité du moment du Covid, où on avait un petit peu de creux, pour constituer une équipe de référents régionaux et qui remonte ensuite à la direction technique nationale. Ça permet, quand on a des collègues qui sont en difficulté par rapport à certains projets, qu'ils aient une porte d'entrée régionale vers quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus et qui peut le faciliter la démarche d'analyser des projets. Lui dire, ok, là tu peux y aller, là tu vas dans le mur, là il faudrait tel mode de preuve supplémentaire, quitte à ensuite envoyer les informations à la direction technique. Et de la même façon, ça nous permet également d'avoir de l'information donc montante vers la direction technique et descendante en termes de normativité, de retour d'expérience. Pas forcément des choses qui sont normatives de la veille réglementaire pure, mais aussi vraiment du retour d'expérience chantier. Ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Vous voyez monter la demande en biosourcé? Régulièrement, on a de plus en plus de collègues qui font des dossiers de biosourcés qui me sollicitent du coup de plus en plus. C'est porté à la fois par les politiques publiques et puis on sent aussi un coup d'accélérateur avec la RE 2020, notamment l'objectif carbone qui a demandé à modifier les modes de construction. Et quels sont les matériaux biosourcés qui fonctionnent le mieux, si je puis dire? Y a un mot qui circule dans le métier, c'est que chaque matériau a sa place dans le bâtiment. Il faut trouver la bonne place pour le bon matériau, ou le bon matériau à la bonne place. C'est assez vrai. Je pense qu'en Bretagne, on a déjà beaucoup de matériaux locaux sur lesquels on peut s'appuyer, que ce soit le bâti vernaculaire en termes de terre, des matériaux un petit peu innovants comme la paille ou le chanvre, qu'on n'a pas encore l'habitude de voir dans les bâtiments anciens, mais qui ont toute leur place en Bretagne. Et la combinaison entre biosourcé et conventionnel se fait de manière harmonieuse? C'est au cas par cas sur les chantiers. Ce qu'on a constaté sur plusieurs opérations, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en termes de coopération. Il y a un dialogue qui s'établit entre les entreprises qui font du biosourcé et qui ont l'habitude de le faire et les entreprises qui ne sont pas habituées à ça. D'un point de vue contrôleur technique, moi je remarque qu'il y a aussi encore des frictions de ce côté-là. On va avoir, un cas d'école, un couvreur qui n'a pas fait son boulot correctement, qui pense que pendant les 2 semaines de vacances de Noël, il peut partir juste avec une bâche et que ça va suffire. On se rend compte en rentrant des vacances de Noël que ça n'a pas suffi, qu'il aurait fallu couvrir un peu mieux les caissons en insufflé en paille ou autre. Et on a des retours un peu compliqués par rapport à ça. Mais du coup, on progresse aussi, ça nous permet d'alerter les maîtres d'œuvre en amont pour mettre en place les bonnes sécurités pour que le chantier se passe mieux. Justement, puisque vous abordez un des points de vigilance, il y en a d'autres qui reviennent régulièrement dans les points d'attention que vous souhaitez mettre en avant? Principalement, c'est quand même l'humidité qui nous pose problème, que ce soit l'humidité qui remonte du sol, l'humidité qu'on va prendre sur la tête, le pluie, qu'on va avoir des nappes phréatiques, qu'on va avoir des problèmes de taux d'humidité dans les bâtiments. Je pense que ça peut être des cuisines, des salles de bain, mais aussi des piscines ou autres. Donc on a des sujets un petit peu compliqués à gérer parfois. On a des problèmes de feu, avec des a priori aussi sur ce matériau. La grande difficulté qu'on a sur la partie incendie, c'est que c'est un domaine dit réglementaire. Ça veut dire qu'on va devoir fournir des modes de preuve très explicites aux contrôleurs techniques pour s'assurer que ça tient. Si vous estimez qu'un mur est coupe-feu, si derrière il n'y a pas un PV coupe-feu pour l'attester, ça ne suffira pas pour attester que le mur est coupe-feu et donc on ne pourra pas accepter le mur. On a des méthodes pour pallier, pour contourner ces problèmes. Par exemple, on peut demander des dérogations auprès des pompiers en leur expliquant que certes ce mur-là ne va pas être stable au feu, mais à côté il y en a qui le sont et on va prévoir une alarme incendie avec une détection, des portes, des secours supplémentaires, l'ERP à simple rez-de-chaussée, etc., qui permettent de contourner les règles, mais en restant quand même dans le cadre réglementaire. Est-ce que ça veut dire que pour éviter des délais supplémentaires, des passages par des laboratoires, des choses comme ça, il vaudrait mieux vous contacter très en amont, alors qu'on aurait plutôt tendance à se dire bon, on va avancer, puis on verra si le coup près tombe avec le bureau de contrôle? C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est anticiper, c'est mieux pour tout le monde. Pour nous, c'est beaucoup plus simple de vous alerter sur des problématiques qui peuvent remettre en question le chantier en amont, plutôt que de se retrouver devant le fait accompli et d'essayer de trouver des solutions palliatives dernière solution. Plus on est alerté tôt sur les problématiques du chantier, plus ce sera facile de trouver des solutions. En termes de formation, avec un regard très extérieur, est-ce que vous considérez qu'elle est suffisante aujourd'hui chez les professionnels pour toutes ces techniques, pour tous ces matériaux? C'est très hétérogène. On a des professionnels qui sont très bien formés dans les filières biosourcées et puis des gens qui veulent s'y mettre mais qui ne sont pas encore au niveau. Donc il y a un potentiel de formation très important sur le secteur. J'en profite parce que l'APA va développer une formation sur appréhender les matériaux biosourcés cette année. On a une première session lundi prochain
Et puis ensuite en mars, juin et novembre de l'année prochaine, c'est une journée à destination des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des prescripteurs, pour se familiariser avec ces matériaux, comprendre le contexte réglementaire, manipuler un petit peu les matériaux, connaître les limites, essayer de détecter des techniques concurrentes, non courantes. Donc ça peut faciliter un petit peu en amont l'appréciation de ces matériaux. Il y a une autre facilitation qui est celle de la commande publique, qui constitue aujourd'hui un véritable moteur pour toutes ces filières. Oui, tout à fait. Ça me fait penser à un point qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au coût des matériaux. Il y a un élément important à prendre en compte, c'est que les matériaux biosourcés sont en général peu transformés. Donc il y a une énergie de transformation faible. Comme le coût de l'énergie a tendance à plutôt augmenter, c'est des matériaux qui vont rester relativement stables dans le temps en termes de coût, alors que les matériaux à forte énergie de transformation vont mécaniquement augmenter avec le coût de l'énergie. On a déjà des courbes qui se sont croisées. Je pensais à la boîte de cellulose. Si on en voit plus sur les chantiers, c'est aussi parce que c'est devenu très compétitif par rapport à d'autres matériaux. Et ces croisements de courbes, on va les voir arriver petit à petit sur les autres matériaux biosourcés. Donc à la fois, il y a l'enjeu confort, et puis des matériaux qu'on arrive à positionner maintenant de manière très compétitive par rapport à des matériaux traditionnels, comme on le disait tout à l'heure, en adaptant les chantiers, en anticipant la conception. Et puis, de fait, ils vont devenir de plus en plus intéressants dans les années qui viennent. Et puis vous l'avez constaté aussi, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est une autre manière de faire qui est enrichissante finalement pour tout le monde, à commencer par les professionnels eux-mêmes. Oui, tout à fait. Ça fait partie des éléments qui ont été soulevés tout à l'heure, mais on est dans une période où on se pose des questions sur le sens qu'on donne à notre travail. Et ce que je disais par rapport à la coopération tout à l'heure, on le ressent aussi au niveau des compagnons et des gars sur le chantier. C'est que quand le travail a plus de sens, ils sont plus vigilants à la qualité de la prestation. Et donc, pour nous, c'est rassurant parce qu'en termes de sinistralité derrière, ça a aussi un impact très concret. Avant de passer à vos questions par SMS, petit tour de table. Si vous aviez un ou deux conseils à donner, une ou deux idées à partager en rappel, ça peut être une synthèse de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Quel serait-il? Commençons avec vous. Avoir envie, en fait, je pense. Parce qu'en ayant envie, on fait. Et je pense que faut pas avoir peur. Et puis, on va y arriver tous ensemble. Charlotte Piel. J'aurais dit savoir s'entourer des bonnes personnes qualifiées et formées, quoi. Marion Topin. Ouais, moi, c'est s'informer, être curieux. Jean-François Hamon. Oui, je me répète, mais s'entourer et puis visiter, être curieux, tout à fait, voir ce qui se passe, ce qui s'est fait autour de nous. Il y a de bons exemples. Jérémy Massé-Hocher. Anticiper. Eh ben voilà, je crois que ce sera le mot de la journée, finalement, anticiper. Alors, dans les questions SMS, ne serait-il pas intéressant d'intégrer une compétence biosourcée dès la programmation et pas seulement à la conception, en engageant des AMO compétents et formés pour justement intégrer les enjeux de coût et de planning? Je me sens concerné. Oui, clairement. C'est d'ailleurs un peu notre démarche générale quand je disais qu'on travaillait dès les fiches de l'eau, dès les projets urbains en fait. C'est que nous-mêmes, on se fait accompagner par des bureaux d'études environnementaux sur ces questions-là qui nous permettent d'aller chercher du sourçage sur les différentes filières. Et c'est ce qui nous a permis d'adapter nos fiches de l'eau très en amont, avant même que le promoteur commence même à y réfléchir et qu'il soit désigné. Et pour le promoteur, ça sera exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a une question aussi, on a commencé à adapter les épaisseurs de murs pour que ce soit compatible avec des complexes plus épais. On prévoit un certain nombre de préconisations dès l'amont pour que ça puisse être compatible et mis en œuvre derrière. Merci. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez remercier aussi nos intervenantes et intervenants. Et nous arrivons à la clôture de ces travaux avec le dernier signataire ou la dernière signataire du pacte, puisque c'était ce matin, la région Bretagne. Et c'est Ronan Pichon, vice-président de la région Bretagne, chargé de la biodiversité, de la planification écologique et des déchets, qui va se charger de dire le mot de clôture et à la fois d'ouverture, j'imagine, de cette session, de cette université des biosourcés. Merci, merci de ces mots. Alors,
Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier toutes les participantes et participants de cette journée, les intervenantes et les intervenants aussi, parce que on a bien senti beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme et beaucoup d'envie de faire, et aussi de la part des élus qui étaient intervenus tout à l'heure pour présenter les projets qu'ils avaient portés, une profonde satisfaction d'avoir porté ces projets et de leurs résultats. Et je pense que c'est quand même important de se rappeler qu'on parle aujourd'hui, en parlant de la question des biosourcés, d'un sujet qui visiblement fait l'unanimité, au moins pour celles et ceux qui ont creusé la question, donc qui ont été suffisamment curieux et suffisamment énergiques pour y travailler. Donc je pense que c'est quand même quelque chose à souligner. C'est la première université des matériaux biosourcés en Bretagne, donc c'est un événement important. Je tiens à remercier particulièrement toutes les personnes physiques et morales qui ont participé à l'organisation de cette journée. Je ne vais pas en faire la liste parce que je pense qu'on a tous un train à prendre, donc ça risquerait d'être un peu long. Mais je voudrais quand même avoir deux mots particuliers pour deux collectifs qui ont porté cette question-là pendant des années, soit au cœur de leur action, soit je dirais dans le cadre d'une action plus générale, à savoir le réseau Bruded et puis le réseau Batilab, qui sont aussi deux structures qui ont pleinement investi ces questions des matériaux biosourcés, plus tous les différents pionniers présents ou pas dans cette salle qui portent cette question-là à bout de bras depuis des années, et souvent face à des vents contraires. Et cette obstination paye aujourd'hui, puisqu'on voit qu'on est à une période charnière, à la sortie peut-être d'un moment d'exploration, de pionniers, de vents contraires systématiques, vers, ça n'est pas encore quelque chose d'assuré, mais c'est au moins la possibilité d'avoir un développement massif ou important au moins de l'usage des matériaux biosourcés dans notamment les enjeux de la construction. Et je pense que c'est quelque chose dont on doit pouvoir se saisir. Et les acteurs bretons qui sont intervenus aujourd'hui ont bien montré que il y avait ici en Bretagne l'énergie, l'envie et les compétences pour s'en servir. Je citerai juste à titre d'exemple le fait qu'on a quand même la filière paille, la filière roseau et la filière terre crue qui a été labellisée dans le cadre de France 2030, lauréat de l'appel à projet France 2030, donc ce qui démontre tout de même la richesse des savoir-faire en Bretagne sur ces questions de matériaux biosourcés. Et donc ce qui témoigne aussi de l'espoir que je me permets de formuler, de voir cette filière prospérer, de voir cette filière se développer. C'est aussi quelque chose, un développement qui a pu avoir lieu grâce à, ou qui pourra être renforcé par la mobilisation des collectivités de Bretagne. Moi, je vois par exemple qu'on a lancé très récemment un appel à projet sur l'économie circulaire, et les communes, Saint-Brieuc Agglomération et Redon Agglomération se sont saisis de cet appel à projet pour travailler sur la question du bâtiment et en intégrant les questions des matériaux biosourcés. C'est à titre d'exemple, mais on voit que plus les projets qui nous ont été présentés en début d'après-midi, qui sont autant d'exemples comme quoi, en fait, aujourd'hui, les matériaux sont un aspect d'un programme public, mais en fait, ça reste des programmes, des programmes et des enjeux ordinaires, et donc c'est quelque chose qui est rentré dans l'ordinaire des politiques publiques, qui commence à rentrer en tout cas dans l'ordinaire des politiques publiques, et on souhaite le voir se développer bien davantage. Il y a bien sûr en perspective l'année 2028 et les changements réglementaires qui verront l'occasion d'avoir un élargissement du champ d'action sur la question des matériaux biosourcés, et c'est quelque chose
que l'on souhaite voir advenir et dont on souhaite que les acteurs bretons se saisissent pleinement et puissent passer à l'échelle à ce moment-là et puissent se saisir de ces opportunités. Et c'est pour ça que on continuera à avoir un soutien attentif et un soutien bienveillant pour s'assurer que les modèles économiques des filières se développent et se consolident, parce qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Travailler à ce que davantage de matériaux biosourcés soient intégrés au-delà des objectifs réglementaires. Et puis, travailler aussi à développer ces aspects-là en les insérant dans une logique d'économie circulaire, de circuits courts, de rapprochement de la consommation à la capacité du territoire à produire. Et en matière biosourcée, vous avez rappelé la durée nécessaire, par exemple, pour le bois et l'anticipation. Donc la nécessité non seulement de s'appuyer sur des ressources, sur les ressources de notre terre, de nos écosystèmes, mais de savoir le faire aussi de manière adéquate au regard de ce que la nature ou la culture est capable, l'agriculture est capable de nous donner réellement. Et de savoir donc bâtir une économie circulaire, robuste et qui sache profiter le plus largement possible au territoire breton. On voit aussi qu'il y a des enjeux technologiques, des enjeux normatifs sur lesquels il y a des progrès qui sont faits, il y a un travail énorme qui a été fait, il y a un travail qui reste à faire, et je pense que nous saurons continuer à essayer d'appuyer autant que possible ces démarches, et puis travailler à aller explorer ou à mieux valoriser des matériaux qui sont aujourd'hui peu ou mal utilisés. On parlait par exemple des feuillus, mais ça peut être aussi la question des algues, la question du miscanthus qui est présent aujourd'hui, qui gagnerait peut-être à être, enfin qui gagnerait sans doute à être développé. Et puis garder à l'esprit que quand on travaille avec des matériaux biosourcés, ça ne doit pas non plus nous épargner de réfléchir aux questions de réemploi, aux questions de durabilité, aux questions de recyclabilité. Ce n'est pas parce que ce sont des matériaux à la base essentiellement naturels que ces questions-là ne doivent pas être prises en compte dans les projets, et que ce soit les projets concrets ou les projets industriels ou les projets d'entreprise. Et donc il y a là un sujet à creuser encore davantage. Et puis on espère que ce développement des matériaux biosourcés contribuera aussi à rendre l'industrie du bâtiment ou les technologies du bâtiment plus sobres en ressources, qu'elles contribueront à faire en sorte de diminuer ce qui est aujourd'hui des montants colossaux de déchets dans la construction et la déconstruction, et de travailler avec d'autres matériaux. C'est un levier important, un levier essentiel pour bâtir des filières réellement durables et réellement adaptées à nos besoins et aussi à nos moyens. Les expressions qui ont eu lieu aujourd'hui montrent bien que on est, malgré la nécessité d'avoir des pionniers, des gens de forte volonté, capables d'avancer seuls face au mauvais temps et face au vent contraire, il y a aussi la nécessité, si on veut pouvoir avancer et franchir des étapes, de s'assurer qu'on travaille de la manière la plus collective possible pour porter justement collectivement ces ambitions de changement dans les habitudes de travail, dans les compétences, dans les attentes aussi, puisque vous avez bien souligné qu'il y a nécessité d'ouvrir les yeux, d'être curieux et de poser des attentes différentes de celles
qui viennent spontanément peut-être à des porteurs de projets ou à des maîtres d'œuvre d'il y a 10 ans, et de savoir prendre en compte pleinement et accepter et jouer avec les contraintes et les spécificités des différents matériaux que vous maniez ou avec lesquels vous travaillez au quotidien les unes les autres. Et donc c'est véritablement un changement de fond qu'il va falloir accompagner. C'est vrai que par le biais de Carole Lebéchec ce matin, la région Bretagne a signé le pacte des biosourcés. C'est avec plaisir. C'est aussi de notre part la poursuite d'une ambition propre à notre institution d'avancer sur ces questions-là. C'est quelque chose qui a été encouragé quand même depuis des années à des degrés divers, mais par des AMI, des appels à projets qui ont des soutiens aux différents acteurs des différentes filières qui ont permis de continuer à avancer sur cette question du développement des matériaux biosourcés. Et j'espère que ça n'est surtout qu'un début, puisque on a là un nouveau secteur ou un secteur qui s'élargit et qu'on souhaite voir prospérer et accompagner dans les années, les décennies futures en Bretagne. Et je pense que une fois que j'ai dit ça, j'ai dit l'essentiel. Et je vous remercie.